Carême prenant. Anton Tchekhov. Pavel Vassilitch, dit Pélagueïa Ivanovna, réveillant son mari qui faisait la sieste. Tu devrais aller aider Stiopa. Il pleure assis devant son livre. Il y a encore quelque chose qu'il ne comprend pas. Pavel Vassilitch se leva en bâillant, fit devant sa bouche un signe de croix et dit doucement « À l'instant, mon âme !» Le chat, qui dormait à côté de lui, se leva aussi, allongea la queue, fit le gros dos et ferma les yeux. Calme profond. On entend, derrière les papiers peints, courir les souris. S'étant chaussé et ayant endossé sa robe de chambre, Pavel Vassilitch, bouffi de sommeil et maussade d'avoir été réveillé, passa de la chambre à coucher à la salle à manger. À son apparition, un chat qui sur le rebord de la fenêtre flairait du poisson à la gelée, sauta à terre et alla se cacher sous l'armoire. « Te demande-t-on de fourrer ton nez là-dedans » grogna Pavel Vassilitch, couvrant le poisson d'une feuille de journal. « Tu es un porc, pas un chat !» La porte de la salle à manger donne accès dans la chambre des enfants. Là, à sa table, pleine de taches et de profondes entailles, est assis le jeune Stiopa, collégien de 8e, l'air capricieux, les yeux en larmes. Les genoux relevés presque jusqu'au menton, et entouré de ses mains, il se balance comme un poussat, et regarde d'un air furieux son livre de problèmes. « Tu travailles » lui demande son père, toujours bâillant, s'asseyant auprès de lui. « C'est bien, mon petit. On s'est bien promené, on a dormi, mangé des crêpes, et demain, jour maigre, pénitence et travail. Tout a une fin. Pourquoi as-tu les yeux mouillés? Tu es fatigué de piocher? C'est qu'après avoir mangé des crêpes, il est ennuyeux de se nourrir de science. Ah, c'est justement le hic. Qu'as-tu à taquiner comme ça le petit? Crie de la chambre voisine la maman. Au lieu de plaisanter, tu ferais mieux de l'aider. Il aura encore une mauvaise note. Quel malheur! Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Demande le père à l'enfant. Voilà, la division des fractions, répond Stiopa, fâché. La division d'une fraction par une fraction. Ah, farceur! Qu'y a-t-il là de difficile? Il n'y a rien à comprendre. Apprends la règle par cœur. Voilà tout. Pour diviser une fraction par une autre, il faut multiplier le numérateur de la première par le dénominateur de la seconde. Bon, alors, quel est le numérateur de la première fraction? Je sais cela tout seul, l'interrompt Stiopa, renvoyant à terre, d'une chiquenaude, une coquille de noix. Montrez-moi comment on fait. Comment on fait? Bon, passe-moi un crayon. Écoute, supposons que nous ayons à diviser 7/8 par 2/5. Eh bien, l'histoire, mon petit, est qu'il faut diviser ces fractions l'une par l'autre. Est-ce que la bouilloire est prête? Je ne sais pas. Il est temps de prendre le thé. Il doit être 8 heures. Supposons que nous ayons à diviser 7/8 non par 2/5, mais par 2, c'est-à-dire seulement par le numérateur. Divisons. Qu'obtenons-nous? 7/16. C'est ça! Bravo! Alors, mon petit, l'histoire est que si nous avons divisé par 2, alors... Attends, je me trompe moi aussi. Nous avions au lycée, il m'en souvient, comme professeur d'arithmétique un Polonais, nommé Sigismond Urbanowicz. À chaque leçon, il se trompait. Il commençait la démonstration d'un théorème, se trompait, devenait tout rouge et courait dans la classe comme si on le piquait dans le dos avec un poinçon. Puis il se mouchait 4 ou 5 fois et se mettait à pleurer. Mais, vois-tu, nous étions généreux et faisions semblant de ne rien remarquer. « Qu'avez-vous donc, Sigismond Urbanowicz » demandions-nous. « Vous avez mal aux dents ?» Et, écoute un peu, toute la classe était composée de sacripants, de garnements. Mais, entends-tu, ils étaient généreux. D'élèves aussi petits que toi, il n'y en avait pas de mon temps. Rien que des grandes perches, des cancres, l'un plus grand que l'autre. Tiens, par exemple, nous avions en 7e Mamakine. Mon Dieu, quelle bûche! Un grand diable, haut d'une toise. En marchant, il faisait trembler le parquet. Quand il vous flanquait un coup de poing dans le dos, c'était à en rendre l'âme. Ce n'était pas nous seulement qui le craignions. Les maîtres aussi en avaient peur. Eh bien, ce Mamakine, on entend, derrière la porte, le pas de Pélagueïa Ivanovna. Pavel Vassilitch cligne de l'œil dans la direction de la porte et chuchote. « Ta mère vient. Travaillons. » Alors, mon petit, voilà, fait-il en haussant la voix. Il faut multiplier cette fraction par celle-ci. Pour cela, il faut multiplier 4, numérateur de la première, par le « Venez prendre le thé » appelle Pélagueïa Ivanovna.
Pavel Vassilitch et son fils plantent là le calcul et vont prendre le thé. Dans la salle à manger, il y a déjà Pelageya Ivanovna, la tante qui jamais ne parle, une autre tante, sourde muette, et la vieille Markovna, la sage-femme qui a assisté à la naissance de Stiopa. La bouilloire ronfle et lance de la vapeur qui fait au plafond de grandes ombres ondulées. De l'antichambre entrent des chats, la queue en l'air, ensommeillés, mélancoliques. « Prends de la confiture avec ton thé, Markovna, dit Pelageya Ivanovna à la sage-femme. C'est demain le grand carême, mange bien aujourd'hui. Markovna prend une pleine cuillère à café de confiture, l'approche irrésolument de sa bouche comme si c'était de la poudre, et mange en regardant de biais Pavel Vassilitch. Sa figure se couvre aussitôt d'un sourire sucré, aussi sucré que la confiture. « Cette confiture est excellente, dit-elle. Vous avez daigné la faire vous-même, chère Pelageya Ivanovna? Qui donc l'eût faite, sinon moi? Je fais tout moi-même. Stiopochka, mon petit, ne t'ai-je pas donné du thé trop faible? Ah, tu l'as déjà bu. Passe-moi ta tasse, mon ange, je t'en verserai encore. Alors, mon petit, reprend Pavel Vassilitch en se tournant vers Stiopka, ce mamakin ne pouvait pas souffrir le professeur de français. Je suis gentilhomme, cria-t-il, et ne permettrai pas qu'un Français me commande. Nous avons battu les Français en 1812. On le passait aux verges naturellement, et on tapait ferme. Et lui, parfois, quand il savait qu'on voulait le fouetter, sautait par la fenêtre et s'enfuyait. Il ne reparaissait pas au lycée de 5 à 6 jours. Sa mère venait, au nom du Christ, supplier le proviseur. « Monsieur le proviseur, disait-elle, ayez la bonté de faire retrouver mon Mishka et de le faire fustiger, ce gredin-là. » Le proviseur répondait « Ah, pardon, madame, mais 5 Suisses n'en viendraient pas à bout. »« Seigneur, murmure Pelageya Ivanovna en regardant son mari avec effroi, existe-t-il donc des sacripants pareils? Et sa pauvre mère ?» Un silence plane. Stiopa bâille longuement et regarde le chinois de la théière, qu'il a déjà vu 1000 fois. Les deux tantes et Markovna hument avec précaution sur leur soucoupe le thé bouillant. Le poêle rend l'air étouffant. Dans les mouvements et sur les visages, on sent la paresse et la complète inappétence que donne un ventre rempli jusqu'au bord, et l'idée qu'il faut, néanmoins, manger encore. La bouilloire est enlevée, les tasses aussi, et la nappe. Mais la famille reste toujours à table. Pelageya Ivanovna se lève à tout instant et court avec une expression d'effroi à la cuisine pour y parler du souper à la cuisinière. Les deux tantes, immobiles, assises dans leur même pose, somnolent, leurs petits bras sur leur poitrine, regardant la lampe de leurs yeux mornes. Markovna a le hoquet et demande à tout instant « Pourquoi ai-je le hoquet? Il me semble que je n'ai rien mangé pour l'avoir, et je n'ai pour ainsi dire pas bu. » Pavel Vassilitch et Stiopa, assis près l'un de l'autre, penchés vers la table, leurs têtes se touchant, regardent la Niva de 1878, monument de Léonard de Vinci, devant la galerie Victor Emmanuel à Milan. Regarde, c'est une sorte d'arc de triomphe. Il y a un monsieur avec une dame, et là, plus loin, des bonshommes. Ce petit bonhomme, dit Stiopa, ressemble à Niskoubine. Tourne la feuille. La trompe d'une mouche ordinaire, vue au microscope. En voilà une trompe. Oh là 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 là! Quelle mouche! Qu'est-ce que ce serait, mon petit, si on voyait comme ça une punaise au microscope? En voilà une horreur! Comme enrouée, la pendule ancienne du grand salon ne sonne pas, mais tous juste 10 coups. Anna, la cuisinière, entre dans la salle à manger et plaf! Se jette aux pieds de son maître. « Au nom du Christ, dit-elle, en se relevant toute rouge, pardonnez-moi, Pavel Ivanitch. » Anna s'approche de la même façon de tous les autres membres de la famille, plonge à leurs pieds et leur demande pardon. Elle ne passe que Markovna, qu'elle ne considère pas comme digne de la prosternation, puisqu'elle n'est pas noble. Une demi-heure encore s'écoule, dans le silence et le calme. La Niva est abandonnée sur le canapé, et Pavel Vassilitch, le doigt levé en l'air, récite par cœur des vers latins, appris dans son enfance. Stiopa regarde le doigt de son père, encerclé d'une alliance, écoute les vers incompréhensibles et, somnolent, frotte ses yeux qui se ferment. « Je vais au lit, dit-il en s'étirant et en bâillant. « Comment au lit ?» demande sa mère. « Et souper ?»« Je ne veux pas souper. »« Es-tu dans ton bon sens ?» demande Pelageya Ivanovna, effrayée. « Comment ne pas manger gras une dernière fois? De tout le carême, on ne te servira aucun aliment gras. » Pavel Vassilitch s'effraie lui aussi. « Oui, oui, mon petit, dit-il, pendant 7 semaines, ta mère ne te donnera rien de gras.
Il n'y a pas là. Il faut souper. Mais moi, je veux dormir, fait Stiopa capricieusement. En ce cas, servez vite, crie Pavel Vassilitch agité. Anna, que fais-tu là assise comme une imbécile? Viens vite mettre le couvert. Pelageya Ivanovna lève les bras et court à la cuisine comme s'il y avait le feu à la maison. On entend dans toute la maison « Vite, vite, Stiopochka veut dormir. Anna, mon Dieu, qu'est-ce que c'est donc? Vite !» 5 minutes plus tard, la table est déjà mise. Les chats, la queue en l'air, le dos arrondi, s'étirant, reviennent à nouveau dans la salle à manger. La famille commence à souper. Personne n'a faim, tout le monde a le ventre surrempli. Mais il faut manger quand même.